vous êtes tous des adeptes de l'entreprise libérée, et Jean-François Zobrist disait « L'homme est bon ». Je vous avoue que moi j'ai pas mal de doutes en fait sur le fait que l'homme soit bon. Si on se balade, même nous, on se retrouve des fois à avoir des comportements qui ne sont pas forcément ceux qu'on s'attendrait à avoir. Et quand on voit un bébé, on se dit, ben, ce bébé, il a l'air... c'est une belle page vierge comme ça, il a l'air génial ce bébé. Alors à quel moment est-ce que ça a ripé, hein? Il y a bien un moment où ça s'est mal passé, quoi. Donc l'ambition de ce talk, c'est de vous démontrer que pour que l'homme soit bon, il faut soigner son cadre. Alors, d'abord, mettons-nous d'accord sur la définition de ce qu'est l'homme bon. L'homme bon, c'est cet homme qui est confiant en ses talents, qui est stimulé par les difficultés et qui est débordant de créativité. Donc ça, c'est plutôt au niveau individuel, mais aussi, il est socialement intégré et collaboratif. Et c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui. Donc j'espère pouvoir vous communiquer en peu de temps les fondements de cette pédagogie et pourquoi je pense, avec Misa, on pense que ça a du sens dans l'entreprise aujourd'hui, la pédagogie Montessori. Comment on peut l'adapter dans les entreprises? Comment faire en sorte que cet homme soit bon, mais surtout faire en sorte que cet homme soit heureux? Parce que le but de la pédagogie Montessori, c'est que l'enfant soit heureux. Parce qu'il naît heureux, mais c'est vrai que l'environnement va faire en sorte qu'il continue à être heureux. Donc voilà, donc je suis Nadia Hamidi, j'ai 42 ans. Ça fait 18 ans que je travaille dans les écoles Montessori. J'ai commencé par l'IEFM, donc l'enseignement traditionnel, et j'ai été subjuguée quand j'ai vu une classe Montessori 3-6 ans et des tout petits qui étaient autonomes, qui travaillaient dans la joie, dans l'amour, qui pouvaient prendre du matériel sans avoir d'adultes sur leur dos. C'était vraiment, quand on appelle l'enfant et le maître, c'est vraiment le maître, l'adulte, il est juste là pour lui apporter des outils pour aller plus loin dans ses potentialités. Et quand j'ai vu cet enfant-là, alors que j'avais l'habitude de travailler en maternelle avec des ateliers où c'est moi qui dirigeais tout le temps chaque enfant et surtout dans le contrôle, tout le temps dans le contrôle, là, les enfants étaient libres. Comment des enfants de 3 à 6 ans pouvaient être libres? J'ai commencé à étudier, à lire, et j'ai postulé pour faire la formation Montessori 3-6 ans. Et j'ai rencontré Patricia Spinelli, qui est la directrice de l'Institut supérieur Maria Montessori à Nogent, qui m'a dit non, mais il n'y a plus de place. Et puis là, je me suis un petit peu battue, j'ai un petit peu expliqué ma motivation et pourquoi je voulais faire ça. Et du coup, elle m'a acceptée pour la formation en 99. On n'était pas dans la promo 30, on était 31. Voilà pour la petite histoire de formation. Et puis ensuite, j'ai continué à me former pour les 6-12. Et je suis aussi en formation de formatrice pour être formatrice des étudiants, les futurs éducateurs à Montessori. Voilà. Alors Nadia, tu vois, pour moi, l'homme, il est bon, ça dépend, quoi. Tu penses que j'ai raison de douter ou pas, hein? L'homme ou la femme? L'homme avec un grand H, bien sûr. Hein? Écoute, Misa, moi, je suis moins pessimiste que toi. Ben ouais, moi, je pense que l'homme est bon, il est intrinsèquement bon, mais malheureusement, il va être dévié dans son parcours de développement. Parce que quand il naît, cet homme, il naît avec toutes pleines de potentialités. Il a en lui ce que Maria Montessori a défini comme tendances humaines. Donc les tendances humaines, à la différence des animaux, nous ont permis de nous adapter et nous permettent toujours de nous adapter à n'importe quel environnement. Et ces tendances humaines doivent être prises en charge et prises en compte en fonction des plans de développement qu'a défini Maria Montessori. Donc Maria Montessori a parlé de l'enfant comme une aide à la vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas des enseignants, on n'est pas là pour des apprentissages. Les apprentissages vont se faire, mais toujours de manière périphérique, parce que le but, c'est de développer les potentialités de chacun. Chacun naît avec certaines potentialités qu'on peut développer, mais il faut les accompagner. Ça n'est pas inné, on n'a pas en soi, on a tout ce qu'il faut, mais il faut toujours que cet environnement soit bienveillant et un environnement qui va pouvoir développer les potentialités de chacun. Donc ces tendances humaines, elles sont là, elles sont décrites, elles vont s'exprimer de manière différente en fonction des plans de développement. Donc je vais en prendre quelques-unes. Donc les plans de développement, c'est vraiment une particularité de l'observation de Maria Montessori. Donc on parle de pédagogie scientifique parce que Maria Montessori a élaboré son matériel en ajustant, en observant les enfants chaque jour, en mettant du matériel, en retirant,
Et petit à petit, elle a vu que les enfants ne se développaient pas de manière linéaire, mais plutôt avec des courbes de montée, des descentes au niveau de certaines habilités. Et donc on a les 4 plans, donc, les 0-6 ans, où les enfants ont les mêmes caractéristiques. On va leur donner les habilités motrices, aide-moi à faire par moi-même, parce qu'ils sont dans l'imitation, ils veulent être, le petit homme veut être l'adulte, mais il n'a pas les outils physiques pour le faire, donc on va lui donner beaucoup de matériel pratique, de vie pratique, pour verser, pour ouvrir, fermer. On va lui donner du matériel qui va vraiment l'aider à être le petit homme de manière autonome dans sa motricité. Entre 6 et 12 ans, les caractéristiques, c'est plus psychique. L'enfant, il a besoin de comprendre, il a besoin d'explorer, il a besoin d'explorer au niveau intellectuel, il a besoin encore de sensoriel pour aller vers l'abstraction, mais il a besoin de se confronter aux autres, il a besoin de comprendre la justice, la moralité. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une indépendance psychique, et c'est aide-moi à penser par moi-même. Ensuite, on a les 12-18 qui va être aide-moi au niveau social. Donc, on va lui donner toutes les habilités pour être un être social. Parce que bien sûr, on va voir dans les tendances, on est un être social. Mais pour pouvoir avoir des habilités constructrices de collaboration, d'émulation, de travail ensemble, il faut l'environnement. Il faut l'environnement dans lequel l'enfant va pouvoir s'exercer. Il va pouvoir exercer, confronter ses idées et sa responsabilité. Et entre 18 et 24, c'est le premier homme où vraiment, normalement, il est indépendant, il peut choisir de son métier, il peut choisir ce qu'il veut faire pour lui-même, par lui-même, et sans influence aucune des autres. Voilà. Donc vous avez compris, l'homme naît bon, hein, c'est ça. C'est ça. Il est né bon, et si on n'entrave pas ses tendances humaines, il peut rester bon. Exactement. On a un espoir alors. Est-ce que parmi ces 15 tendances humaines, nous, on en a sélectionné 3 à parcourir aujourd'hui parce qu'on pense que c'est ce qui est important dans nos organisations. D'accord. Donc l'exploration, donc si on reprend le schéma, donc l'exploration, donc je ne sais pas si vous avez bien compris, la tendance humaine, depuis que l'être humain est sur Terre, c'est ancré en nous. C'est-à-dire que le premier homme sur Terre, il a dû explorer son environnement pour pouvoir répondre à ses besoins fondamentaux. Donc besoins fondamentaux, matériels, donc de nourriture, de vêtements, d'habillement, et besoins spirituels, donc la parure, la religion, l'art. Voilà, donc l'être humain, depuis qu'il est sur Terre, il a eu en lui ces tendances humaines pour répondre à ses besoins. Maria Montessori a vu que ces tendances humaines, elles traversaient tous les hommes de la naissance à la mort, mais elles vont s'exprimer de manière différente. Et donc en 0,6, l'exploration, elle va être très sensorielle. On voit le bébé, il prend les objets, il les met dans la bouche. Et nous, en tant que parents, oh mon Dieu, arrête, non, touche pas dans la bouche, c'est sale. Là, on entrave quelque chose du développement parce que l'enfant, il en a besoin de le mettre dans la bouche. Pour lui, c'est comme ça qu'il va reconnaître les sensations qu'il a autour de lui. Donc on va... En tant que Montessori et Montessorien, quand on connaît que c'est une tendance humaine et que l'enfant en a besoin, et puis on sait que de toute façon, l'enfant, dès le moment où il met la bouche, c'est qu'il a son corps qui est prêt à se défendre contre les bactéries et contre les microbes. Donc, voilà, je ne vous dis pas qu'il faut que ce soit dans de la boue, etc. Mais il faut toujours essayer d'être, comme Maria Montessori était, en regard extérieur et observer ce que fait l'enfant pour voir si en danger ou pas et l'accompagner dans son exploration. Pour les 6-12, l'exploration va être intellectuelle. Donc on va leur donner, par exemple, on a pris un matériel ici qui s'appelle le matériel de compter en sautant. Donc chez les 3-6, ils vont compter les perles, donc ils vont compter 10, 20, 30, ils comptent en sautant, donc c'est aussi des multiples. Et puis ils vont, de manière très 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 sensorielle, ils vont voir que à partir de cette chaîne, on va avoir une forme géométrique qui s'appelle un carré. D'accord? Et ça c'est sensoriel, c'est 3-6. Chez les tout petits, on regarde, on voit, et on dit même pas que ça, et ça c'est pareil, on voit que c'est la même chose. Chez les 6-12, on va l'analyser, on va être dans la compréhension, puisque c'est l'esprit de raisonnement. Ils ont besoin de comprendre ce qui se passe. Donc on va faire la même chose, sauf qu'ils auront déjà l'image mentale, donc une surcharge cognitive en moins pour l'enfant, puisqu'ils ont déjà l'image en eux. Et on va analyser, on va dire, ah bah oui, donc là, tu as 10 fois, donc ça fait 100. Et ça, on a vu que c'était la même chose. Donc ça c'est quoi comme forme en géométrie, ça? C'est un carré. Donc ce carré, on voit qu'on a 10 fois. Ah, c'est un carré. Et un carré, si je prends
au niveau de ce sommet, j'ai cette direction, j'ai cette direction. Si je prends ce sommet, j'ai cette direction, j'ai cette direction. Ce sommet, cette direction et cette direction. Et ici aussi. Donc à chaque fois, j'ai 2 directions. Donc, 10 au carré, c'est 10 avec un petit 2. Et 10 au carré, ah ben on a vu, c'est 10. Combien de fois? 10 fois. Donc 10 au carré, c'est 10 fois 10. On fait ça, ils ont 6 ans. C'est très sensoriel. Et pour eux, c'est juste un jeu. C'est des mathématiques. Et vous allez dans n'importe quelle école Montessori, vous demandez aux enfants qu'est-ce que tu préfères comme matériel, ils vous disent maths et géométrie. Parce que pour eux, c'est juste des jeux. Et franchement, moi, j'étais pas du tout matheux, pas du tout. J'ai une maîtrise de sciences du langage. Donc, j'ai commencé à adorer les maths et faire des racines carrées, des racines cubiques avec un copain, parce qu'on était là à faire une compétition de challenge en soi. C'est ça la compétition Montessori, c'est pour soi. Parce qu'on trouvait ça super fun de pouvoir faire des racines cubiques comme ça dans l'abstraction, parce qu'on avait compris avec le matériel. Alors que avant, je ne savais même pas ce que c'était, quoi. C'était voilà, complètement nébuleux. Donc pour vous dire que le matériel, en 6-12, on a besoin d'exploration, Michel. Je dévie un peu. Ça, c'est... Si tu veux aller jusqu'au bout. Donc en 6-12, donc, ils ont besoin d'exploration. Donc je vais leur montrer ça. Donc je suis le guide, je leur montre une chaîne. Je leur montre comment ça fonctionne. Je ne veux pas qu'ils me donnent la réponse tout de suite. Ils font, ils manipulent. Et puis ils vont faire d'autres chaînes. Et puis s'ils veulent calculer le carré de 1427, ils vont essayer de chercher. Ils vont essayer de dessiner. Ils vont essayer de couper. C'est ça l'exploration intellectuelle pour les enfants de 6-12. Et cette exploration, on l'a toute notre vie. Si on nous laisse la possibilité de le faire. Alors qu'au traditionnel, je suis désolée de le dire, cette exploration est impossible. On donne une leçon, la leçon elle doit être reproduite tout de suite. Et puis c'est la leçon que la maîtresse a donnée, que l'enfant doit reproduire. C'est pas l'enfant qui peut lui-même essayer d'explorer par rapport à ses propres apprentissages et par rapport à ses propres outils. Ils vont, eux, je suis la maîtresse, j'ai le savoir, toi, finalement, tu sais rien. Alors que non, en Montessori, c'est l'enfant qui sait, on le guide, on a des outils qui vont nous permettre de développer les potentialités, mais on ne sait rien, finalement. Quand je fais ça, je ne sais pas réellement si ça va marcher. Je ne sais pas s'ils vont se l'appréhender, je ne sais pas s'ils vont pouvoir le faire. Mais en tous les cas, je leur donne les outils pour pouvoir aller plus loin. Donc cette exploration est essentielle dans la vie de l'enfant et est essentielle pour les adultes. Parce que les adultes qui ne sont pas à vouloir chercher, à comprendre, à essayer d'aller plus loin, eh ben, cette tendance humaine, elle est entravée. Elle est entravée et ce qu'on voit, c'est qu'après, on n'a plus envie. Voilà, pour l'exploration. Ça, c'est pour l'exploration. Ça marche. Je te propose de faire celle sur le travail. Parce que souvent, on dit le travail, c'est laborieux. Le travail, c'est horrible. Tout le monde a ce de travail. Regardez, on est là, on a la pêche, on est depuis 4 h du matin. Je suis directrice d'école, donc après, je retourne à l'école. Voilà, c'est... quand on est passionné, qu'on aime ce qu'on fait, le travail, c'est juste une source d'énergie extraordinaire, le travail. Mais le travail, voilà, il est synonyme de labeur, parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas entendu dans ce qu'on est, parce qu'on n'ose pas dire. Et donc en Montessori, le travail, vu que c'est un travail libre, mais guidé, c'est-à-dire que si on dit Montessori, c'est la liberté, ils font ce qu'ils veulent, les gens n'ont rien compris en Montessori. Montessori, il a la liberté de choix du travail, mais ils n'ont pas la liberté de ne pas travailler. Ils peuvent avoir au niveau du travail un moment de pause. Moi j'ai des enfants, des fois, j'ai trop travaillé là, je suis en pause. Ils vont s'asseoir sur le canapé, ils vont prendre un livre, voilà. Ils ont le droit. Pourquoi ils ont le droit? Parce que je fais ça. Parce qu'ils me voient. Des fois, ils me voient, je me mets sur le côté, je prends mon thé ou mon café et je leur dis, ah là, je suis en pause, les enfants. Parce qu'on n'a pas de récréation. Parce que le travail en Montessori, c'est au moins 2h30 à 3h de travail individuel ou en groupe dans la classe sans interruption. Pourquoi? Parce que aussi, le gamin, il est en train de faire ça là. Il veut calculer tous les carrés. Et je dis, stop, tu t'arrêtes, récréation, pipi pour tout le monde. Est-ce que nous, on va pipi avec tout le monde? Non, on va pas. Non mais c'est vrai. Voilà, donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de récréation. Et ils n'en ont pas besoin. Les adultes en ont besoin de la récréation. Mais oui, allez-y les adultes, prenez votre pause. Autorisez-vous à être ce que vous êtes. Et les enfants, ils se gèrent tout seuls. Vous allez voir dans la vidéo, c'est une classe Montessori, c'est autogéré. On est là pour les sécuriser, on accompagne, on a construit le cadre. Pour pouvoir faire ça, il faut que le cadre soit vraiment mis d'une manière ultra rigoureuse. Montessori, c'est pas on fait n'importe quoi. Montessori, il y a une rigueur au niveau de la formation, il y a une rigueur au niveau de l'environnement, et pour que ça marche. Sinon, ça marche pas. Et les enfants, ils apprennent rien. Le travail en Montessori est source de plaisir. C'est-à-dire que tu les obliges pas à travailler. Alors, je les oblige. Si, je l'ai dit, ils ont un choix de matériel, mais ils n'ont pas le choix de ne pas travailler. Mais vu qu'on leur présente, ça, franchement, quand tu fais ça, les enfants, ils adorent. Tout le matériel Montessori, il fait appel tellement à leur intelligence,
intellectuelle, à leur intellect, il fait appel à leur manipulation, parce que ça aussi c'est une tendance humaine, on a besoin de manipuler, on a besoin de toucher, on a besoin de mouvement, hein, tendance humaine du mouvement. Donc ils ne sont pas entravés dans leur tendance humaine, donc ils travaillent, et ils aiment travailler. Maintenant, il y a des enfants que j'accueille qui ne sont pas construits dans la pédagogie Montessori. Et donc on peut pas dire, ah mais voilà, c'est plus possible. Si, mais on va les amener à être responsables de leur travail. Liberté, responsabilité. Donc ils vont avoir en eux une petite fiche un guide de travail en disant, voilà, je sais, la grammaire, t'aimes pas du tout. Ou je sais, t'aimes pas du tout écrire. Mais écoute, tu vois, là, tu en as besoin. Tu en as besoin parce que si tu veux envoyer un mail, parce que tu veux faire cette sortie particulièrement, parce que tu aimes cette sortie, il va falloir que tu écrives. Si tu écris, il va falloir faire attention à ton orthographe. Parce que les gens ne vont pas écrire si tu fais beaucoup de fautes d'orthographe, ils vont pas te prendre en considération. Donc, on va essayer que l'enfant, plutôt que de lui dire c'est pas bien, il faut, qu'il puisse prendre conscience, parce qu'en plus en 6-12, ils ont l'âge de raisonnement, que c'est important pour eux de travailler et que c'est important pour eux de faire des choses même qu'ils n'aiment pas, qu'ils en ont besoin. Et pas dans l'injonction, plus dans l'accompagnement. Donc c'est eux qui identifient finalement où est-ce qu'ils en ont besoin. Exactement. Parce que j'ai des enfants, ils arrivent à 6 ans, je vous jure, la confiance en soi est tellement blessée, non, je veux pas travailler, non, j'aime pas travailler, c'est nul, l'autoperfection, on va en parler juste après, c'est en lien. Mais ils sont tellement découragés parce qu'on leur a déjà dit, avec le bonhomme qui sourit pas à 2 ans et demi, 3 ans, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire le graphisme exactement comme la maîtresse voulait, que du coup, le travail, ils ne veulent plus travailler. Et je suis obligée de les aider à prendre confiance en eux pour travailler. Voilà. Comment tu fais ça? Comment je fais ça? Déjà en périphérie, donc je les mets de manière frontale, je les accompagne, je leur présente du matériel et surtout je valorise à chaque fois qu'ils font quelque chose. Je suis toujours dans la bienveillance en leur disant que, et en leur demandant eux ce qu'ils pensent de leur travail. Pas moi en jugeant, en disant ah c'est parfait ce que tu fais, ah c'est magnifique. Et chez les tout petits déjà, les tout petits quand ils dessinent, leur dire ah il est beau ton dessin. On pense qu'on fait bien en faisant ça en fait. Mais on leur donne déjà un jugement de valeur. Au lieu de dire au lieu de décrire l'objet, dire j'ai vu que tu as mis du rouge. Vous voyez que le petit qui fait comme ça là. Et un enfant qui a 4 ans et demi qui fait ça encore, alors qu'on sait que normalement, à 4 ans et demi, il est censé faire ci, il est censé faire ça. Oui, mais lui, il a sa motricité qui n'est pas prête. Elle n'est pas prête à tenir ce crayon. Donc ce crayon, il fait ce qu'il peut. Mais il est très content parce que quand il vous montre, il est fier. Il a fait un dessin. Donc il vous montre le dessin. Et donc vous, vous lui dire, c'est super beau, c'est magnifique, juste d'écrire ce qu'il fait. Ah, regarde, ah oui, j'ai vu, tu as mis du rouge, tu as mis du vert. Et puis là, tu as peut-être essayé de décrire l'objet de ce qu'il a essayé de dessiner plutôt que de juger, de ne pas être dans le jugement. Donc ça, c'est très important avec les enfants. Et les enfants qui sont entravés dans leur confiance en soi par rapport au travail, c'est toujours valorisé par rapport à eux et eux ce que ressentent par rapport à leur travail. Et pas, parce que sinon ils vont être toujours, parce que c'est des enfants qui ont été tellement accompagnés dans l'évaluation qu'ils attendent ça de l'adulte. Et donc petit à petit, le schéma qu'ils ont eu, on va petit à petit leur faire prendre conscience que c'est pas ce schéma qui est naturel et que l'important c'est de travailler pour soi. Voilà. Et c'est pour ça que l'auto-perfection c'est très important parce que l'être humain, il a toujours voulu faire le mieux. Et le petit quand vous voyez le bébé là, de 18 mois vous avez les sacs de course et qui tire comme ça, et qui tire, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah mais non c'est trop lourd. Mais non, laissez-le faire, parce que ça c'est l'auto-perfection pour lui, c'est le mouvement du corps. Souvent on dit psychomotricité, il faut de la psychomotricité. Oui, la psychomotricité c'est juste aider le corps, le mouvement en lien avec le cerveau. Donc quand l'enfant il fait ça, c'est de la psychomotricité. En Montessori, on nous dit souvent vous faites pas monter, grimper, etc. Si, on a des jeux comme ça de motricité globale, une motricité psychique dans lequel l'enfant doit se concentrer pour prendre un objet, pour prendre un plateau. Je dis ça souvent à mes parents en exemple. Si vous prenez un plateau lourd avec une théière chaude et des verres et que vous traversez la pièce juste parce que vous avez vos invités, vous allez voir toute la tension qu'il faut au niveau de votre corps, au niveau de votre motricité, au niveau de vos bras. Un petit qui a 2 ans et demi, qui a 3 ans, qui porte un petit plateau avec juste 2 pichets, qui doit faire ce même mouvement, c'est de la psychomotricité. Et c'est le mouvement, parce qu'il y a aussi une tendance humaine, ils en ont besoin, et ça se construit. Et cette auto-perfection, elle est construite, et elle est surtout favorisée parce qu'on ne va jamais juger l'enfant. Le matériel, il est auto-constructif. C'est-à-dire quand un enfant fait tomber quelque chose, on n'a pas besoin de lui dire « Oh, t'en as partout !» Il le sait, hein. Il n'a pas besoin de vous. Hein. Même un enfant de 2 ans, même un enfant de 18 mois, même un bébé, il sait. Parce que, en fait, l'enfant, quand il vous voit, il veut être comme nous, il a l'imitation, il veut faire bien. Donc, il est dans cette auto-perfection. Sauf qu'à
force de donner des images négatives, eh ben, il n'a plus envie d'essayer. Et pareil pour les grands. Si à chaque fois on lui dit, ou même pour nous, on fait un gâteau, on a mis toute l'après-midi pour faire un gâteau, et on a vraiment envie de réussir ce gâteau. Puis on le voit, il est magnifique le gâteau. Bah, quand on goûte avec les invités, il y a quelque chose qui n'a pas marché, parce que la pâtisserie, il faut être hyper rigoureux, il faut faire très attention. Et si tout le monde vous dit, ah non mais ton gâteau là, c'est pas possible, hein, voilà, on va dire, ah non, je suis nulle en pâtisserie, je peux pas, je suis nulle en pâtisserie, donc je fais plus de gâteau. Voilà, donc la perfection, c'est très fragile. Que ce soit pour les enfants comme pour les adultes. Nos mots, il faut faire attention aux mots qu'on peut dire parce que ça a des conséquences sur les mots. Alors c'est une journée type, donc c'est vraiment un balayage de la journée pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'un environnement Montessori 6-12, parce que je ne sais pas si vous avez bien compris, mais chaque plan de développement définit des caractéristiques, même si on a tous les tendances humaines, elles vont s'exprimer différemment. Et donc en fonction de ces caractéristiques, on a un environnement, une classe. Et cet environnement, il est adapté pour respecter ces tendances humaines. Donc c'est une journée type dans mon école, donc l'école Montessori bilingue de Rueil, qui n'est pas forcément la même journée type dans toutes les écoles. C'est un choix pédagogique avec l'équipe de faire que la journée se déroule comme ça. Donc le matin, les enfants, ils arrivent. Donc c'est une classe autogérée, c'est les enfants qui gèrent. Mais comme je vous ai dit, le cadre a été mis bien en place, surtout entre septembre, surtout avec les nouveaux qui arrivent, entre septembre et décembre, le cadre doit être très très strict pour que les enfants puissent avoir une routine et puissent petit à petit être autonomes dans ce cadre. Et donc le matin ils arrivent, ils s'installent, ensuite ils travaillent, donc le temps de travail très important de 3 heures, 2h30, 3 heures, en petits groupes individuels ou avec le guide qui papillonne entre tous les enfants. Et ensuite on fait un rassemblement où les enfants font des exposés, ou si on a eu un conflit on en parle tous ensemble. Voilà, c'est un temps de groupe où on est tous ensemble. Ensuite ils vont déjeuner, ils vont au parc. Après le parc, ils reviennent, on refait un petit rassemblement, un groupe va en anglais, parce qu'on est une école bilingue, et il y a un groupe qui continue à travailler plus sur les aspects culturels, donc l'histoire, la biologie, la géographie, et après ils font leurs responsabilités du matin et du soir, parce que c'est leur classe, donc ils sont responsables de leur classe, donc ils doivent nettoyer, ils doivent ranger, ils doivent découper du papier s'il en manque, voilà, donc vous allez voir ça.
plus, il y a beaucoup d'enfants qui ne viennent pas de Montessori, donc quand on voit ça, c'est la fin d'année. C'est un beau travail des enfants. Je trouve que voilà, ils ont bien avancé et que de les voir travailler comme ça, de manière autonome, de prendre, voilà, il n'y avait pas d'adultes. Quand ils arrivent dans la classe, moi je suis en bas, j'accueille tous les parents parce que je suis la directrice de l'école, donc, et puis mes collègues, elles préparent du matériel, elles accueillent les enfants individuellement. Donc ils arrivent, ils savent qu'ils arrivent, ils descendent des chaises, on leur dit pas descendez les chaises, mettez-vous au travail. Ils prennent des tapis, il y a eu 2 enfants avec des cartes, des cartes de géométrie, ils prennent le matériel et ils s'installent et ils travaillent. Ils n'ont pas besoin d'adultes qui soient là pour les commander pour travailler. Et ça c'est beau, enfin moi je trouve ça beau parce que les enfants, on les sent apaisés et on sent qu'ils aiment ce qu'ils font. Mais ça s'est pas fait comme ça. Non, ça s'est pas fait comme ça. Ça a été beaucoup de travail. Donc cette classe a 3 ans, donc il y a des enfants qui sont là depuis 3 ans, donc les anciens portent les nouveaux. Mais c'est le cadre qui a été installé. C'est-à-dire que quand on voit des étagères avec du matériel, on voit la disposition des tables, c'est pas moi qui ai décidé de ça. Moi j'ai décidé par les caractéristiques des enfants. Donc 6-12, ils ont besoin de travailler ensemble, ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin de bouger. Donc l'environnement va aider, favoriser ce cadre, va favoriser les enfants et ce travail en autonomie. Et au départ, je vous donne un exemple. Première année dans cette école, la majorité d'enfants qui n'avaient pas fait Montessori, j'avais une très jolie bibliothèque, on ne la voit pas la bibliothèque ici, avec un fauteuil, et les enfants ils arrivent, les livres par terre, partout, il y en avait partout. Donc là je me suis dit non c'est pas possible, ils n'ont pas été habitués à être libres. Vous voyez, la liberté ça se construit, liberté, responsabilité. Comme ils sont tout le temps, on est obligé ils sont toujours cloisonnés à faire les choses par l'adulte, c'est l'adulte qui dit de telle heure à telle heure tu fais ça, de telle heure à telle heure tu fais ça, il n'y a pas de liberté de choix et liberté de mouvement, mais les livres, il y en avait partout. Donc là, j'ai enlevé tous les livres et j'en ai mis un sur chaque étagère. Donc je leur ai expliqué, je leur ai dit, regardez ce que j'ai fait et pourquoi j'ai fait ça. Donc c'est pas moi qui leur ai dit, j'ai fait ça parce que vraiment c'est n'importe quoi, vous faites pas attention. Non, parce que là, les pauvres enfants, c'est pas de leur faute, ils n'ont pas appris, à pouvoir... avoir à disposition comme ça dans la classe. En bibliothèque, oui. Vous voyez, les enfants, ils vont cloisonner dans leur tête. Dans une bibliothèque, ils vont faire très attention parce qu'ils sont dans un cadre bibliothèque. Mais là, dans une classe, avoir des livres comme ça en libre-service, ils n'avaient pas l'habitude. Donc voilà, et puis ils ne faisaient pas attention, ils ne posaient pas forcément au bon endroit. Et donc, j'aurais posé la question. J'ai dit, pourquoi, d'après vous, j'ai fait ça? Et c'est eux qui ont construit, en fait, la notion de liberté, de responsabilité, par les règles de vie. On ne voit pas dans le film, mais il y a, dès le début de l'année, on met en place des règles de vie, ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais leur dire qu'est-ce qu'on peut faire dans une classe. Donc déjà, toujours positif, c'est eux, dans l'émulation, dans l'échange, donc les petits, ils dessinent, les plus grands, ils écrivent, et c'est eux qui mettent ce cadre des règles de vie. Ensuite, les responsabilités, au tout début, on est vraiment à les accompagner, à leur dire, parce qu'ils ne savent pas, surtout les enfants de 6 ans, ils n'ont pas une habitude, on va aller vers là, qui est responsable de mettre la table. Et donc, l'enfant qui est responsable de mettre la table, il va aller mettre la table. Qui est responsable de balayer, qui est responsable de tailler les crayons, qui est responsable... Alors, et on les accompagne. Vous voyez, il y a le tableau de responsabilité. Il ne faut pas oublier, là, quand on vous dit responsabilité, d'aller voir le tableau de responsabilité. Allez-vous, petit à petit, voir quelle est votre responsabilité. Et je vous dis, ça se construit entre septembre et décembre, où au départ, on est obligé d'être avec eux, de répéter avec eux, pour que ça, petit à petit, ça se fasse de manière naturelle. Mais au départ, ça ne se fait pas de manière naturelle. Donc il faut les accompagner dans cette autonomie. Voilà. Donc c'est vrai que lorsqu'on va travailler avec les enfants, il y a 3 critères très importants dans une classe Montessori. Donc vous l'avez vu, c'est l'environnement, donc la classe, le mobilier, etc. Là, il y a les âges mélangés. Il y a le temps de travail, parce que souvent on dit les enfants ne sont pas concentrés. Ils arrivent en 6e, ils ne sont pas concentrés. Mais la concentration, ça se construit. C'est pas du jour au lendemain, on ne va pas concentrer. Et comme on casse les activités toutes les 45 minutes, la concentration ne se construit pas. C'est pour ça que ce laps de temps, ils vont construire en eux une horloge biologique dans laquelle ils savent qu'ils peuvent s'inscrire dans un long travail. Voilà. Et donc, bien sûr, le guide, l'adulte, donc en Montessori, il faut qu'il soit formé à la pédagogie AMI, donc Association Montessori Internationale, qui est vraiment le diplôme créé et fondé par Maria Montessori. Donc, il doit présenter du matériel parce que pour travailler, il faut présenter pour que l'enfant puisse avoir un point d'intérêt. Parce que je vous disais, on observe, mais quand je vais présenter un matériel, je ne vais pas savoir comment l'enfant va réagir à ce matériel.
Donc l'aide utile, on dit mais attends, si j'aide, forcément que c'est utile. Ah ben non, parce que le fait, je disais, d'évaluer, le fait de faire des commentaires, même de jugements positifs, n'est pas une aide utile. Le fait d'être souvent l'enfant qui fait, on lui a présenté, et de revenir derrière lui en disant « Ah non, ça c'est faux, mais regarde, t'as pas mis… » parce qu'ils ont des petites flèches. « T'as pas mis, là t'as mis 20 alors que c'était 10. » Ça, c'est pas de l'aide utile. Par contre, l'aide utile, ça va être d'être en périphérie, de regarder que, ah bah, finalement, il n'a pas repéré la numération. Il sait peut-être compter, hein, la comptine numérique, 10, 20, 30, mais le chiffre, 20, il ne sait pas. Il l'a pas repéré. Donc nous, on note sur notre cahier et on va, par un autre matériel, l'amener à acquérir cette compétence. Mais jamais de manière frontale. Le travail se fait toujours en périphérie. Je voulais juste revenir sur celui-ci. Est-ce que tu as eu des cas dans l'école où des enfants devaient travailler ensemble et où ça s'est mal passé? J'ai eu, oui, des cas d'enfants qui, en fait, voulaient travailler ensemble et étaient dans un projet. J'ai eu plusieurs exemples, mais c'est vrai que j'en ai un en particulier j'aime beaucoup qui m'a marqué parce qu'en fait, j'y croyais pas. C'est surtout ça. C'est pour ça, souvent, et oui, j'ai beau avoir 10 ans d'expérience, il y a des fois où je suis encore surprise par les enfants, et heureusement, par mon matériel, par ce que je fais au quotidien. Je trouve que voilà, il faut toujours pouvoir se remettre en cause et surtout être à l'écoute de réflexion des enfants. Et ils ont voulu faire un projet en histoire sur les dinosaures, et donc il y avait plusieurs enfants, et il y avait une des plus grandes qui a décidé d'être un petit peu celle qui allait porter le projet. Et je les ai vus, on a dit on va faire ce projet, mais il y a moi, il y a un, ils étaient 5. J'ai dit, 5 là, de 7 à 10 ans, ça va pas marcher, hein, ça va pas aller. En plus, j'avais des caractères assez forts dans le groupe et tout, je me suis dit, oula. Mais bon, je me suis dit, ok, mais si, c'est Maë va nous aider. Donc, excusez-moi, j'ai dit le prénom d'enfant. J'aime pas ça, mais bon, c'est pas grave, elle est avec moi là. Donc, elle va nous aider, et donc du coup, c'est elle qui a distribué les rôles. Donc, il y avait ceux qui devaient chercher dans un livre, il y avait ceux qui devaient dessiner, il y avait ceux qui devaient écrire, il y avait ceux… Et il y a un enfant qui, oui, je veux le faire, mais finalement, il faisait rien. Et donc, à un moment, elle lui a dit, tu t'en vas, tu sors du projet. Donc, il est venu me voir, et évidemment, viens et tout. Elle m'a dit que je ne pouvais plus participer au projet. Je dis, ah bon, écoute, on va discuter, on va voir ce qui se passe, pourquoi tu ne peux plus participer au projet. Et donc, elle est très claire, voilà, on a tous des tâches, on a tous des choses à faire, et il ne veut pas travailler. Donc, moi, on s'est donné un but, on doit le présenter à cette date-là, donc c'était 15 jours après, parce qu'il présente en grand groupe. On s'est donné cet objectif. S'il ne veut pas le faire, du coup, on va distribuer le rôle à quelqu'un d'autre parce qu'il nous fait perdre du temps. Donc là, l'enfant, il écoute et tout. Elle dit, t'as entendu, Calix? T'as entendu? Est-ce qu'elle vient te dire? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux te mettre à sa place? Et à la place du groupe? Est-ce que toi, si tu faisais tout et que les autres faisaient rien, comment tu te sentirais? Donc l'empathie, c'est très important chez les 6-12 ans, parce qu'ils sont capables de ça. Faites pas ça avec un enfant de 3 ans, ça n'a pas de sens. D'accord? Avec un enfant de 6-12 ans, c'est que ça qui marche, le raisonnement, la compréhension. C'est vraiment qu'ils se mettent à la place des autres. Et là, lui, il s'est mis à sa place, il a dit, ah oui, alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu as vraiment envie de faire ce projet. Au départ, quand tu t'es inscrit sur le projet, tu avais envie de le faire. Donc, qu'est-ce que toi, tu dois faire pour ça? Bon, d'accord, donc, qu'est-ce que vraiment qu'est-ce qui te passionne dans ce projet? C'est vraiment faire les dessins. D'accord, dessiner, oui, parce que tu sais, Nadia, j'aime pas trop écrire. Je sais que tu n'aimes pas trop écrire, mais tu sais que même si tout le monde, si tu as choisi de faire le dessin, quand même, il faut que tu illustres un tout petit peu par un mot ce que tu as dessiné. Parce que c'était ça aussi son point faible. Enfin, moi, je savais que c'était ça son point faible. Donc, en périphérie, on va essayer d'amener les enfants à se perfectionner dans leurs difficultés. Parce qu'on veut qu'il puisse écrire. Et il était blessé dans son écriture, dans son graphisme. Donc voilà, donc on va pas lui dire tu fais des pages d'écriture parce que c'est comme ça que tu vas écrire, mais parce qu'il va être motivé par autre chose qui va entraîner son écriture. Et là, il va dire oui, je dis oui, parce que là, toi, quand tu dessines ton tyrannosaure, tu sais ce que c'est, c'est un tyrannosaure. Mais les autres, ils savent pas. Et là, le but de faire cet exposé, c'est de partager aux autres, c'est d'apprendre des choses aux autres. Donc, c'est important de l'écrire. Donc, au moins, tu écris le nom de ton dinosaure. Oui, d'accord. Et donc, ils sont repartis, main dans la main, pas vraiment, mais tous les deux sereins, et chacun a fait son travail, et le projet a été formidable. Enfin, j'ai été vraiment très, très surprise de la finalité. Et malheureusement, j'en ai beaucoup d'enfants qui ont du mal à
t'ai donné un exemple un jour d'une petite fille qui, on fait les responsabilités, et elle me dit « Non mais je suis pas ta bonne ». Je regarde, excuse-moi, non mais non, moi je balaye pas, hein. Chez moi j'ai jamais balayé, je fais pas le ménage, j'ai une femme de ménage. Oui, et là c'est ta classe, c'est ton environnement. Donc si tu veux, on est tous ensemble, je suis contente d'être dans cette... quand tu arrives le matin et que tu trouves tout bien rangé, tu es contente. Tu dis, bah ça c'est clair, Darcy et moi, pendant l'été, on a tout préparé pour vous. Mais c'est votre environnement, c'est le nôtre. Nous on est là pour vous aider, mais c'est votre environnement. Donc tu es contente demain matin. Elle adorait les pastels. Elle n'avait jamais vu de sa vie, les crayons pastels, etc. Elle avait 7 ans, c'était... Je lui dis, t'as bien ces crayons pastels. Et tu veux, quand tu arrives le matin, pour illustrer ta poésie, tu veux l'utiliser. Donc si les crayons ne sont pas taillés, qui ne sont pas à leur place, comment tu vas te sentir? Vous voyez, toujours, plutôt que de dire toujours que l'enfant se remette à sa place et comprenne un peu ce qui se passe. Et donc, ah bah oui, bah ouais, je vais pas être contente, en plus c'est joli, etc. Oui, donc, ce qu'il faut pour que les crayons soient à leur place, il faut les ranger, d'accord? Et il faut quoi aussi? Il faut les tailler, ok. Donc pourquoi ce serait toujours les autres? Est-ce que toi, tu fais partie de cette classe? Est-ce que tu as envie de les utiliser? Oui, j'ai envie de les utiliser. Ah oui, tu as envie de les utiliser. Ah ben, tu dois participer. On participe tous. Et si c'est comme ça qu'on fonctionne, on travaille tous ensemble et tu fais partie du groupe. Donc comme tu fais partie du groupe, tu as les mêmes responsabilités que les autres. On va aller partir à la place écrite. Bon, voilà. Mais j'ai plein de cas d'enfants qui ne sont pas construits. Donc, même si c'est la socialisation, on en a pas parlé, c'est une tendance humaine, on est des êtres sociaux, on a besoin d'être avec les autres. Quand les gens disent ah, moi j'ai besoin de personne, non, on a besoin des uns des autres. Mais les règles sociales se construisent, les règles de collaboration se construisent dans un environnement préparé. Donc si on récapitule, mon postulat qui était l'homme est bon et j'y croyais pas trop, en fait ça peut être vrai si on n'entrave pas ces tendances humaines, soutenir, accompagner les tendances humaines. Comment? Grâce à un environnement préparé. Donc là, les coachs, vous reconnaissez, j'imagine. Alors notre mot de la fin, c'est celui-ci. L'homme est bon. Et si nous voulons que ce postulat soit vrai, dans la durée, à nous de créer ces environnements qui libèrent la bonté et développent la collaboration pour les petits et pour les grands. De manière générale, est-ce qu'on peut dire que c'est l'expérience qui prévaut à la théorie? On passe d'abord par l'expérience pour aller vers la théorie, plutôt que de donner un enseignement théorique pour aller vers la pratique. Pour les enfants ou pour ouais. l'adulte? Je dirais pour les deux. Dans la vision Montessori. En fait, pour l'adulte, notre grand travail, c'est d'observer. Donc l'observation, comme Marie Montessori a fait, on voit notre groupe d'enfants. Donc dans l'observation, dans les échanges aussi qu'ils ont entre eux, dans ce qu'ils vont dire, je vais vous donner un exemple. Et quand on est éducateur Montessori, ça ne s'arrête pas à 4h30. Après, ça dépend des gens. Il ne faut pas dire Montessori, c'est génial. Non, comme vous savez, c'est la personne, c'est les adultes qui sont dans l'environnement qui apportent le cadre. C'est pas la pédagogie. Il y a des enseignants extraordinaires dans le public qui n'ont pas Montessori et qui font des choses extraordinaires. Donc il y a des gens Montessori qui font n'importe quoi. Donc voilà, donc, il faut faire très attention à ça. Mais c'est vrai qu'on va observer l'enfant, on va entendre et on va ajuster nos présentations, ce matériel. Par exemple, c'est sûr que j'aurais pas pu faire ce matériel si l'enfant il savait pas compter jusqu'à 10, si l'enfant il n'avait pas cette notion multiple, si l'enfant il avait, vous voyez, il y a des prérequis en amont que j'ai amenés par le matériel, en observant l'enfant, qui va m'indiquer si oui ou non je peux lui présenter ce matériel, pour ne pas le mettre en conflit cognitif et pas pour le mettre en échec, parce que le but c'est la confiance en soi. Par contre, si j'ai un enfant qui veut le faire alors qu'il n'est pas prêt, pour moi, il n'est pas prêt, mais qui veut parce qu'il est intéressé, je ne vais jamais lui dire ne viens pas. J'ai des enfants de 6 ans, je fais des présentations parce que les classes Montessori c'est des mélanges d'âge, des enfants de 6 ans qui regardent des choses que je fais en géométrie avec des enfants de 8 ans, mais ils sont là, mais ils sont tellement absorbés que je me dis, il y a quelque chose qui passe là. C'est sûr qu'ils ne vont peut-être pas pouvoir le répéter tout de suite, ils ne vont peut-être pas pouvoir le faire de manière autonome tout de suite, mais c'est pas grave, il y a des choses qui se passent, donc je ne vais jamais ne pas inviter un enfant qui veut venir. Mais c'est vrai que la première des choses, c'est observer l'enfant pour pouvoir l'accompagner et l'amener à développer ses potentialités. Et la deuxième chose, c'est vrai que l'enfant, par l'expérimentation, va aller vers l'abstraction. Va construire son concept, va construire ses apprentissages. L'apprentissage ne se fait jamais au moment où je présente. Ça se construit par la tendance humaine qui est la répétition. Souvent les parents me disent « Ah mais elle a fait cette leçon mais elle ne la connaît pas ». Mais oui, mais
vous apprenez à faire du tennis, du jour au lendemain, vous n'êtes pas McEnroe, quoi. C'est un mélange d'âge qui est pour nous essentiel, puisque l'émulation part du groupe. Donc le groupe, alors souvent on dit ah mais les grands alors ils vont moins travailler parce qu'il y a des petits, et en fait pas du tout, parce que pour les grands déjà ça leur redonne confiance en eux, puisqu'ils vont par exemple s'ils ont fait un matériel, donc là on a montré les carrés mais ils peuvent faire des cubes, et donc ils peuvent après remontrer à d'autres enfants, il faut que ça réinvestit leur connaissance autrement, parce que souvent l'évaluation en Montessori elle se fait pas de manière frontale, elle se fait en périphérie, je m'installe et je les regarde et je les écoute. Donc quand je les vois partager et expliquer quelque chose aux autres, je vois ce qui se passe dans leur tête et je vois comment ils ont appréhendé les concepts. Donc pour les grands, ça crée la confiance en soi, l'estime de soi, et pour les petits, ça leur donne envie d'aller plus loin, donc ça les pousse à travailler plus. Oui. Une question. Et du coup, est-ce que tu as eu une conversation avec la plus grande, du coup, par rapport à la posture qu'elle a prise, ou tu as juste travaillé avec le plus... En fait, c'est eux qui m'ont donné ce rôle. C'est eux qui ont dit, elle avait eu l'idée de faire le projet, en fait, et puis elle a demandé aux enfants qui est-ce qu'ils veulent faire avec elle. Et c'est vrai que c'est une petite fille qui a quand même, qui a le charisme, etc. Donc les enfants, ils ont voulu, mais c'est pas elle qui était elle n'était pas la chef, en fait. Elle portait juste et elle aussi faisait plein de choses. C'est-à-dire que c'était pas, je vous donne des directives, mais moi je fais rien. Elle aussi, elle était partie prenante, et ça c'est très important dans le groupe. C'est-à-dire que la responsable... Oui, mais elle a quand même décidé à un moment donné C'est pas elle qui l'a décidé, c'était le groupe. C'est-à-dire que ce groupe ensemble, ils ont dit, lui, il fait rien, donc c'est pas la peine qu'il reste avec nous, on va prendre quelqu'un d'autre. Et du coup, sur cette posture-là que le groupe a pris, c'est vraiment une question de curiosité. T'as pas dit que ça pourrait être intéressant de discuter avec le groupe sur la dynamique qui s'était créée et comment on était venu à exclure quelqu'un juste parce qu'il adhérait pas à la culture du groupe. Ah, c'est pas qu'il adhérait pas, il travaillait pas. C'est pas il adhérait pas, c'est qu'il n'avait pas du tout envie de travailler. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé avec la référente du groupe, qui, elle, après, a parlé avec les autres, parce que ce qui était important, c'était d'avoir ce lien, parce que lui, quand il est venu me voir, il m'a dit c'est elle qui a décidé. Donc pour moi, c'était important d'avoir ces deux enfants ensemble, et qui prennent conscience de lui, son travail, et qu'elle prenne conscience que peut-être que ce qu'elle lui avait demandé, parce qu'en fait, au départ, elle lui avait demandé d'écrire, parce qu'elle lui disait il faut que tu écrives, même si tu veux décider, il faut que tu écrives, il faut que tu écrives, il faut que tu écrives. Donc elle a aussi pris conscience que chacun avait ses potentialités, et que finalement, elle ne pouvait pas lui demander ça, c'était peut-être trop pour lui, et que si on lui proposait de faire autre chose autrement, là, il a été investi dans son travail. Voilà. Donc les deux ont appris de cet échange et du travail, en fait. Et elle, après, elle a été porte-parole pour son groupe, pour dire finalement voilà ce qu'il va faire, et on lui fait confiance, parce que c'était ça, c'est que en fait elle lui avait dans l'échange, ça a duré plus longtemps, mais ils lui avaient dit plusieurs fois, à un moment donné ils avaient eux aussi l'échéance du travail, et ils avaient commencé aussi à dire on veut que ça se passe bien, donc à un moment donné ils ont dit tu veux pas, tu fais pas, parce que c'est aussi la motivation intrinsèque. Sauf que lui finalement si il voulait, mais il n'avait pas encore les mots pour exprimer ce qu'il voulait faire et comment il voulait faire. C'est ça l'important du guide dans Montessori, c'est d'être toujours là pour pouvoir coordonner les échanges, et les échanges bienveillants pour l'un et pour l'autre.